Thème 1, les locaux, partie 5, l'hygiène, chapitre 2, les solvants. Tout d'abord, petit rappel sur le vocabulaire dans la partie solvant. Donc la solvatation, c'est un phénomène physico-chimique. C'est la dissolution d'un composé chimique qu'on appelle le soluté, en général solide voire gazeux, dans un solvant qu'on appelle une solution. Le solvant est toujours à l'état liquide à la température d'utilisation. Donc en général, on utilise de l'eau, mais pas toujours. Et donc pour l'eau, on accole l'adjectif aqueux à toute solution qui contient ce solvant. Alors on distingue deux types de solvants dont les propriétés dépendent de la nature de leur liaison covalente. Donc c'est la mise en commun de leurs électrons. Et ça dépend d'une donnée qu'on appelle l'électronégativité de chaque atome. Donc vous avez une petite partie de la classification périodique. On peut voir que dans le tableau, à propos des 20 éléments du tableau, dans un même groupe, donc dans une colonne, l'électronégativité diminue avec l'augmentation du numéro atomique, donc en allant vers le bas. Parce que du coup, les électrons de valence se trouvent de plus en plus loin du noyau. Par contre, dans une même période du tableau périodique, l'électronégativité elle augmente sur une même ligne. Parce que du coup, avec le numéro atomique qui augmente, la charge électrique du noyau augmente, mais sans aller de plus en plus loin. Du coup, ce qui donne, quand on met des composés biatomiques, comme le dihydrogène ou comme le difluor, on a deux atomes identiques. Donc il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Donc on n'a pas de liaison polarisée. Par contre, dans l'acide fluorhydrique, une combinaison des deux, hydrogène et fluor, l'électronégativité des deux atomes est donc différente. Dans le cas là, c'est le fluor qui est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc les électrons sont plus attirés du côté fluor que du côté hydrogène. Donc il apparaît des charges électriques partielles, donc ils ne sont pas entières, c'est pour ça qu'on écrit delta plus et delta moins. Et donc on voit sur l'image qu'en fait, plus c'est bombé, c'est la probabilité de présence des électrons. Alors dans des molécules plus complexes que des molécules biatomiques, il faut observer les barycentres des charges partielles positives et négatives. Alors prenons l'exemple de l'eau. C'est l'oxygène qui est l'atome le plus électronégatif. Donc le barycentre des charges négatives se trouve donc forcément sur lui. Et le barycentre des charges positives se trouve au centre entre les deux atomes d'hydrogène. Donc les barycentres des charges partielles, ils sont différents. En affaire, une molécule polaire, l'eau est une molécule polaire. Dans le cas du dioxyde de carbone, c'est le carbone l'atome le moins électronégatif. Du coup, on a une charge partielle positive. Et le barycentre des charges négatives se trouve au centre entre les deux atomes d'oxygène, mais comme on a un angle de 180 degrés tous les angles, les charges partielles sont confondues, donc le dioxyde de carbone est une molécule apolaire. Donc la géométrie a tout autant d'importance que la polarisation des liaisons. Regardez le monochlorométhane, lui, il a un barycentre des charges positives différentes, négatives que positives, donc c'est une molécule polaire, tout comme le dichlorométhane et tout comme le trichlorométhane, mais le tétrachlorométhane, CCl4, est un tétraèdre parfait. Du coup, on a une confusion entre le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives. Le tétrachlorométhane est une molécule apolaire. Il faut savoir que dans un solvant polaire comme l'eau, donc du coup les molécules polaires vont générer des liaisons hydrogènes avec des molécules d'eau. Et donc la dissociation des solides ioniques, comme le sel par exemple, va faire qu'on vont se former des ions. NaCl va devenir Na+, et Cl-. Mais une molécule polaire va très bien se solubiliser dans un solvant sans forcément créer des ions. Et le glucose, qui est une molécule polaire, va aussi très bien se solvater, mais en gardant sa structure. C6H12O6 solide, clairement un morceau de sucre, tout simplement à l'état solide, va donner C6H12O6 aqueux en solution dans l'eau. Et donc si on reprend nos exemples du sel et du sucre, les espèces chimiques solvatées, elles ont besoin d'être entourées d'un nombre X de molécules, ça dépend des molécules. Mais si jamais il n'y en a pas assez, on atteint la saturation. De la même manière que dans les solvants polaires, les molécules polaires se dissolvent très bien, et bien dans les solvants apolaires, les molécules qui se dissolvent le mieux sont les molécules apolaires. Alors du coup, dans les lavages, on va utiliser cette combinaison-là. On va utiliser, par exemple, des ions carboxylates. Alors, ils ont en général une longue chaîne carbonée, qui est une partie apolaire et donc hydrophobe, et tout au bout, avec un ion, donc ça c'est polaire, donc c'est forcément hydrophile. Ça c'est une molécule qui est du genre amphiphile, elle a une partie polaire et une partie apolaire, une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Et donc la partie hydrophobe est aussi lipophile, elle aime bien les graisses, et on va utiliser ça dans le cas des savons. Donc d'abord imaginez une tache de graisse sur un tissu, ce qui est le plus présent, ou en général sur une vaisselle, il reste le gras sur la vaisselle. Donc ça c'est la gras est apolaire, et on ne peut pas l'entraîner à l'eau, qui est un solvant polaire. Donc du coup les molécules de savon elles vont s'agglomérer de la façon suivante, la partie apolaire
vers la tache, la partie polaire vers la molécule d'eau. Puis plus on augmente la quantité de molécules de savon, et plus la probabilité que se détache la tache. Donc il va se former ce qu'on appelle un micelle, c'est la combinaison de la tache plus du savon, et tout ça par rinçage sera entraîné à l'eau.